Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk, if there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Out here, we feel things. The sore calves that lead to epic views, the cool waterfall mist during a hot hike, and the breeze that hits just right at the summit. But hey, don't just listen to us. Experience it for yourself. All Trails makes it easy to discover the best of the outdoors, with more than 450,000 trails around the world, points of interest along the trail, and offline maps for always-on navigation. Download the free app today and find your next outdoor adventure. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je suis votre animatrice Audrey et je suis avec Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien parce qu'on a fini de parler de Rockterio pour toujours! Parce que Rockterio est en train de brûler en enfer. Yeah! C'était très déprimant cette histoire-là. Aujourd'hui, on va y aller avec un cas un peu plus ludique, qui va être pas mal moins intense et où on ne touche pas à des enfants, ce qu'on aime toujours. Touchez pas à des enfants, s'il vous plaît. Effectivement. Donc, Catherine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est... c'est plus ludique, mais on va s'entendre que c'est ludique dans le contexte où on fait un podcast consacré au crime du Québec, tu sais. Que c'est pas des grosses jokes, ha, c'est quand même des histoires où il y a des gens qui sont morts, mais c'est un truc qui est un peu plus absurde et qui, moi, a vraiment accroché mon œil quand je fouillais dans les vieux journaux. C'est l'affaire Claire Lortie. Ah! Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, nous buvons un café qui vient de la brûlerie Luna Coffee, qui est située à Burnaby, en British Columbia. Oh! International! C'est pas international, c'est le British Columbia. Je sais. International Canada! Pas le Britain ou le Columbia, le British Columbia. Oh, the best Britain. C'est the best Britain and the best Columbia. Et c'est un café qui a des notes de compote aux framboises et de gaufres belges. Oh! Je vous jure que ça goûte ça. C'est vraiment bon. C'est très bon. C'est sucré, c'est très velouté en bouche, mais c'est pas trop sucré que ça tombe sur le cœur. Bravo, Luna Coffee. Mon Dieu, c'est comme un déjeuner complet dans une tasse. Exactement. Ouh. Alors, je suis prête à commencer. Êtes-vous prête à mettre un petit peu de crime dans votre café? Mes oreilles sont toutes à toi. Alors, aujourd'hui, j'ai une histoire sordide pour vous et plein de détails de cours, parce que j'adore les détails de cours. C'est plus léger que des histoires de mutilation et d'agression, on va s'entendre. D'abord, mes sources sont des vieux journaux que j'ai consultés sur le site de la BANQ numérique. Merci BANQ. Je me suis concentrée sur les articles de la presse, parce qu'il faut bien faire des choix des fois dans la vie, mais j'aurais eu le choix. L'affaire Claire Lortie est un cas qui a été discuté énormément à l'époque et qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais moi, je me suis concentrée sur les articles de la presse. Donc, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café. On commence. Première partie, le terrain est vague, puis 5 canuts. Yeah! C'est un beau mix, j'aime ça. N'est-ce pas? Ok, premièrement, mon petit disclaimer, moi je dis 5 canutes, mon chum dit que ça se prononce 5 canuts, mais j'ai pas le goût de l'écouter, fait que 5 canutes, ça va être ça, la prononciation officielle pour l'épisode. Donc notre histoire commence le lundi 18 juillet 1983 à Saint-Sauveur, même pas 5 canutes. Rodolphe Rousseau, 37 ans, est parti en voyage de plaisance en Floride. Et pendant son absence, son amie Claire Lortie, avec qui il habite, elle appelle un expert en excavation du nom de Gérald Pagé pour creuser un trou assez profond sur un lot abandonné situé à Saint-Sauveur. Demande raisonnable. Demande raisonnable. Claire Lortie est une avocate de 33 ans et elle est mère d'un petit bébé de 9 mois. Un tout petit bébé. Oh. Et Rodolphe et Claire habitent dans une maison à Saint-Canute.
Yeah! Mais Claire possède un lot à Saint-Sauveur et c'est là-dessus qu'elle fait creuser son maudit gros trou. Alors, elle dit « Oh, monsieur d'excavation, je veux que tu me creuses un maudit gros trou dans mon backyard. » Et Gérald de Pagé, qui est aussi le frère du chef de la police de Saint-Sauveur, Oh, ça tombe bien. ça tombe pas mal bien, il creuse le trou, bing bang, il repart avec ses affaires, bon. C'est comme ça qu'on creuse un trou, bing bang. Bing bang, c'est On va se rappeler de notre premier épisode à Assaut au cochon, la dynamite, ça sert à beaucoup de choses. C'est ça, fait qu'il a juste mis un bâton de dynamite à terre, bang, ça fait un gros trou, puis Claire Lortie était contente. Yes, sir! Le lendemain, Claire Lortie engage un homme du nom de Charles Piché et 4 autres messieurs qui sont tous des amis de Rodolphe Rousseau. Elle les engage pour sortir un gros congélateur de son domicile, qui est situé au 9824 boulevard Saint-Canut à Saint-Canut. Yeah. Le clan Panton était pas disponible. Le clan Panton était pas disponible. Alors, les hommes doivent s'y prendre avec des courroies de déménageurs pour bouger le congélateur, qui est évidemment bien plein et tapé ensemble avec 11 bandes de tape. Alors là, Charles Piché demande à Claire Lortie, est-ce qu'on peut vider le congélateur? Tu sais, il me semble que ce serait bien plus pratique de le bouger s'il était vide. Peux-tu sortir tes pizzas Delicioso, là? C'est un petit peu pesant. C'est un peu pesant, puis là, elle leur répond, absolument pas, si vous êtes pas capable de faire la job, vous aurez pas votre 100$, puis je vais appeler quelqu'un d'autre. Le clan Panton. Le clan Panton. Fait que les hommes se ferment la gueule et ils déménagent le congélateur et ils demandent en riant, tu sais, pourquoi leur ami Rodolphe est pas avec eux pour bouger le congélateur, il a des bras, il pourrait se rendre utile, hein? Maudit tweet! Et ils font même des jokes comme quoi Rodolphe est sûrement dans le congélateur. LOL! Oh non! Oh non! Le 20 juillet, un autre opérateur de machinerie, pas le premier gars qui a creusé le trou, mais bien un autre, bon. Il est engagé par Claire Lortie pour remplir le trou qu'elle avait fait 2 jours auparavant creuser sur son terrain à Saint-Sauveur. Mais mon Dieu, Claire Lortie a créé de l'emploi. Claire Lortie a créé beaucoup d'emplois, elle lui donne 50$ comptant quand il a fini sa job et il s'en va avec son petit bonheur. Mais là, pourquoi remplir tout de suite le trou qu'elle venait juste de faire vider? On le sait pas. Y avait-il quelque chose dedans qu'elle voulait dissimuler? On le sait pas. Mais moi je le sais. Je vais vous le dire. Oh Parce my que God! le lendemain, le jeudi 21 juillet 1983, la police locale de Saint-Sauveur est informée d'un enfouissement douteux. Oh! Je sais pas par qui exactement, mais il y a quelqu'un qui les appelle pour leur Y a-t-il des dire... enfouissements legit? Mais cet enfouissement-là, il était douteux apparemment. Ah, parce que les gens étaient habillés en noir pis ils l'ont fait la nuit. C'est ça, exactement. Alors, les policiers se rendent sur les lieux de l'enfouissement douteux qui est, on n'est pas surpris pantoute, le lot abandonné à Saint-Sauveur qui appartient à Claire Lortie. Gasp! Ça disait partout que c'était le lot abandonné, mais tu sais, s'il appartient à Claire Lortie pis qu'elle vient de faire creuser un trou dessus, il est clairement pas si abandonné que ça, là, tu sais. Pas tant. En tout cas. Fait que là, en creusant un trou dans le lot, tu sais, pis en fait, en vidant l'enfouissement douteux, la police trouve le congélateur. C'est un maudit gros congélateur bas, tu sais, pas un frigo, là, tu sais, ça, je veux pas un congélateur. Comme un tombeau à céleri, comme dirait Rock et Belles Oreilles. Ah ah! C'est ma blague de Rock et Belles Oreilles. Mais en fait, là, il s'agit d'un véritable tombeau! Ha! Parce que à l'intérieur, les policiers découvrent le corps congelé de Rodolphe Rousseau, l'ami de Claire Lortie, celui qui pouvait pas aider ses chums à déménager le congélateur. J'avoue qu'il y avait une maudite bonne excuse. Ben oui, pis là, l'affaire qui faisait des jokes de « Haha, Rodolphe est sûrement dans le congélateur! » Haha, ils ont vraiment dû rire jaune après. Ça a backfire. Rodolphe Rousseau est tout congelé et il est impossible de déterminer la cause de sa mort, quoique la congélation n'a pas dû aider à sa vie. On s'entend. Non, j'avoue quand il fait fret. Si, ça fait que c'est... En tout cas, il va dégeler ben vite et l'autopsie pourra être faite. Et ce qu'on sait en attendant, c'est qu'il a un bras qui est quasiment coupé et qui tient au corps juste par un lambeau de chair. Wesh. Un lambeau de chair, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, pis ça n'a pas dû aider à sa vie, ça non plus. T'sais, ça pourrait être l'une des causes de sa mort. C'est là qu'arrive la Sûreté du Québec, la SQ. Ta-da-da! La SQ se mêle aussitôt de l'affaire, et les enquêteurs André Mascotte et Gaëtan Rivet sont sur le cas. Ils posent 3-4 questions, comme on fait dans une enquête, et déterminent à qui appartient le lot sur lequel le congélateur se trouve, et ça les mène à Claire Lortie! Ta-da! Ce qu'on savait déjà. Alors, la police arrête Lortie le soir même, fait que le jeudi, tu sais. Elle comparaît devant le coroner et est interrogée par la police et elle leur permet de reconstituer une partie du drame. En tout cas, on sait pas trop. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé avec Rodolphe Rousseau, le congélateur et le site abandonné à Saint-Sauveur, on va retourner dans le passé. Alors, partie 2, la romance, c'est romantique. Oh! Il va y avoir de la romance! Oh!
Notre histoire commence réellement 5 ans auparavant, soit en 1978. Claire Lortie est une petite blonde aux cheveux courts et aux grands yeux. Oh. Elle a 28 ans. Elle est avocate en droit civil. Et son bon ami, Rodolphe Rousseau, est un monsieur qui travaille dans le domaine de l'immobilier, je crois bien. C'était pas très clair dans les articles de journaux. En tout cas, il a l'air d'avoir eu plusieurs business ventures dans sa vie. Il est un peu plus vieux, il a 5 ans de plus qu'elle. Et malheureusement, j'ai trouvé aucune photo de lui, alors j'ai aucune idée de quoi il avait l'air. Mais on pourrait s'imaginer peut-être un jeune Patrick Labbé ou Patrick Swayze. Tu me laisseras jamais m'échapper de t'avoir dit que mon premier crush quand j'étais petite, c'était Patrick Labbé. On a toujours parlé de Patrick Labbé. Ou Patrick Swayze. Patrick Swayze, c'est un excellent choix. En tout cas, Claire et Rodolphe, c'est basically comme Kristen Stewart et Robert Pattinson. Oh, Le couple de la décennie. le couple de l'année. Pas vraiment, en fait. Ils ont une relation particulière, assez tumultueuse, parfois romantique, mais d'autres fois pas. Et là, dans les articles de journaux, ça dit que Rodolphe Rousseau est l'amant de Claire Lortie, mais des fois, ça dit seulement que c'est son compagnon ou son ami. On sait pas trop, mais on sait qu'ils ont possiblement été déjà liés romantiquement. Oh! Mais là, en tout cas, lorsque notre histoire commence en 1978, fait que 5 ans avant la mort de Rodolphe, Rodolphe veut acheter une maison à Saint-Canut. Pourquoi Saint-Canut, on se le demande. Mais il veut s'acheter une esti de grosse maison là-bas, ben belle et ben swell. Et le hic, c'est qu'il n'a pas une scène. Oh, j'avoue que c'est pas pratique. C'est pas pratique quand tu veux t'acheter une maison, alors il demande à sa bonne amie Claire Lortie, qui est avocate, qui a de l'argent, de faire l'achat de la maison en son nom à la place. Et là, à ce moment-là, Claire, elle est pas la blonde de Rodolphe. Rodolphe a, selon les journaux, et je cite, une autre concubine. Est-ce qu'on peut retirer ce mot-là pour toujours, concubine? Mais c'était dans les journaux, fallait que je le dise. Fait que... Bon, fait que là, il a une autre concubine et il emménage dans la maison avec son autre concubine, mais là, 4 ans plus tard, en 82, Rodolphe se sépare de sa concubine et Claire emménage avec lui dans la maison à Saint-Canut, qui est la maison qu'elle possède de toute manière, tu sais. Ouais, c'est à moi. Peut-être qu'elle l'aimait en secret depuis toujours, on sait pas. En tout cas, c'est le rêve, c'est la romance. Voilà. Les amants se retrouvent à la fin. Les amants se retrouvent à la fin et l'année d'après, ils meurent. Sauf que, c'est ça, ce n'est pas la romance. Quelques mois après le début de leur cohabitation, Rodolphe fait faillite. Pour la 2e fois en 3 ans. C'est beaucoup de faillites. C'est pas un bon score, ça. C'est pas un bon score. Non, c'est ça. Et c'est une faillite qui est estimée par les journaux à 25 000 $. Je voulais vous dire ça juste comme ça, parce que moi, j'ai aucune idée à quel point... comment évaluer les faillites, puis si c'est une bonne faillite ou une mauvaise faillite. Je sais pas non plus, mais il me semble que pour l'époque, 25 000, ça devait être pas pire. Ça devait être pas pire, puis j'ai pas fait ajuster le montant. Mais il y a d'autres montants dans l'histoire que j'ai fait ajuster avec l'inflation par rapport à la valeur de l'argent d'aujourd'hui. T'as fait des maths! J'ai fait des mathématiques. Alors là, quand Rodolphe fait sa 2e faillite en 3 ans, il va voir son amie Claire, avec qui maintenant il habite, pour le sortir du pétrin. Et elle, apparemment, elle accepte de lui prêter de l'argent, puis de l'aider à se remettre sur pied, puis là, il y a des membres de la famille de Claire qui vont aussi lui faire des prêts. Et, Rodolphe essaie de s'en sortir, mais il a un comportement qui est un peu erratique, pour dire ça de même. Il paraît qu'il boit beaucoup, qu'il est assez irresponsable avec l'argent, pour citer les journaux, et qu'il a des pratiques sexuelles déviantes. Oh! Ouais, oh. Ça c'est mentionné dans beaucoup d'articles, mais c'est jamais vraiment expliqué ce que ça veut dire, donc j'en ai aucune idée. Il a des pratiques sexuelles déviantes. Ben, je pense que dans les médias grand public, il y a une pratique sexuelle déviante, je pense que ça n'en prend pas beaucoup pour froisser monsieur et madame tout le monde. Non, c'est ça. Alors, en tout cas, la relation entre Claire Lortie et Rodolphe Rousseau est pour le moins houleuse, et avant d'être retrouvé dans un congélateur, Rodolphe Rousseau était en voyage en Floride, je vous l'ai dit, il était censé être en voyage en Floride pendant qu'elle faisait creuser le trou sur son terrain, tu sais. Méchant changement de température. Il était en vacances en Floride avec une autre femme et ses enfants à cette femme-là. Shocking! Alors, c'est pas trop clair c'était quoi sa relation et son statut par rapport à Claire Lortie au moment de sa mort. Et en plus de ça, Claire Lortie, elle a un fils de 9 mois, mais ce n'est jamais dit si c'est l'enfant de Rodolphe Rousseau. En fait, selon Nathalie Petrovski, qui a écrit sur ce cas, le petit Lortie serait né, et je cite, d'un père inconnu. Fait qu'on est comme dans un roman de Balzac. Père absent, fils manqué. Ce père inconnu! Bon, alors là, on est revenu à maintenant, Rodolphe est mort dans un congélateur. Voilà, c'est la fin de la belle histoire d'amour. Maintenant, les policiers mènent l'enquête. Et ils déterminent bien vite qu'ils devraient porter des accusations contre Claire Lortie pour le meurtre de Rodolphe Rousseau. L'enquête préliminaire se déroule du 4 au 6 août 1983 devant... Ok, j'ai écrit devant l'honorable juge Patente à gosse.
Je pense que j'ai oublié de noter son nom. Okay, devant l'honorable juge Patentagos, Claire Lortie, qui est avocate, ne se représente pas elle-même. Je m'excuse! Je pense que j'imagine le sketch de François Pérusse parce que c'était comme c'était, tu sais, genre un clown au tribunal. Ok, je m'excuse. C'est sérieux ce qu'on fait à un peu de crime. C'est ça. Je voulais vous présenter ce cas-là directement après Rocterio, justement parce que c'est plein de détails absurdes pis de trous dans l'histoire que j'ai remplis avec des affaires comme le juge Patentagos quand je trouve pas le nom du monsieur, tu sais. Que j'espère que ça vous remonte le moral un peu. Ah, moi ça a marché. Elle est devant l'honorable juge Patentagos et elle décide de ne pas se représenter elle-même, même si elle est avocate, et elle est représentée par un charmant avocat du nom de Gabriel Lapointe. Le maître Lapointe est là tout le long, puis il est vraiment cool, et il est décrit par André Pépin de la presse comme étant, et je cite, un excellent tacticien et un brillant plaideur. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un petit crush sur le maître Lapointe. C'est-tu Éric Bruno dans toute la vérité? En fait, il est beaucoup plus âgé que ça, c'est ça que j'ai appris à la fin complètement de l'histoire, mais on peut se l'imaginer comme ça. Lapointe demande une ordonnance de non-publication pendant l'enquête préliminaire, ce qui est tragique parce que ça veut dire que j'ai perdu bien du temps à relire les mêmes informations dans les coupures de journaux de l'époque, parce que personne n'avait le droit de publier de nouveaux détails pendant l'enquête. Ouais. Fait qu'il faisait juste résumer le cas sans arrêt. On trouvait un corps dans un congélateur, le congélateur était à Saint-Sauveur, puis c'est ça. Et l'arbre est dans ses feuilles, Marilyn Marilyn. Ouais. En tout cas, pendant l'enquête préliminaire, puisque les journalistes ne peuvent rien écrire de pertinent, ils en profitent pour détailler l'apparence et les comportements de Claire Lortie à la place. Ah ben écoute. Ils décrivent comment ses cheveux sont placés, fait que là, elle est dépeignée, puis là, des fois elle a l'air triste, mais des fois elle a l'air confiante, puis des fois elle a l'air forte. Puis elle porte des sandales, des fois elle porte du mou, puis des fois elle porte des blouses, puis des fois elle porte des jupes. Puis là, c'est tout décrit en détail dans les journaux parce qu'ils ont rien de plus intéressant à raconter, il y a pas de détails qui peuvent sortir. Elle était une fashion icon. Puis à un moment donné, elle se cache la face dans un tricot quand les journalistes essaient de prendre des photos d'elle. Mais là, après ça, tout à coup, elle semble calme et reposée lorsqu'elle arrive au palais de justice pour la deuxième journée de son enquête préliminaire. Fait que là, tous les trucs de jupe, pis de sandales, pis de s'habiller en mou, pis tout, c'est toute la première journée. Oh, Seigneur! Hey, elle avait toute une garde-robe avec elle. C'est ça. Moi, je pense que, bon, dans le journal, faut que tu remplisses ton espace, tu sais, le plus de lignes que tu peux, puis quand t'as rien à dire, puis que tu peux pas spéculer sur le fait que Claire Lortie aurait possiblement tué Rodolphe Rousseau / chopé son bras, ben, tu sais, t'écris ce que tu peux. Hein? Fait qu'une parade de mode. Dans les journaux, puisque c'est ça, on peut rien écrire sur le cas, ben, André Pépin est le monsieur qui avait un crush sur Maître Lapointe. Lui, il écrit aussi à propos de la foule qui vient assister au procès puis les gens qui viennent soutenir Claire Lortie. Parce que veut pas, Claire Lortie était une avocate, qui était une avocate du droit civil, qui était bien connue dans son milieu, qui était respectée, puis il y a beaucoup de ses collègues, puis il y a aussi des membres de sa famille qui viennent lui témoigner leur sympathie. Et il et elle font ça, et je cite, « en bravant l'interdiction d'une matrone et d'un gardien ». Mais là, c'est pas un enfant, c'est quoi la forme de matrone? Je sais pas, j'ai pas compris, mais il y avait une matrone dans l'histoire. Elle s'était perdue dans ce coin-là, pis elle était comme « Hey, petite fille, mange tes légumes! » Fait que là, les gens, ils viennent la voir, ils sont comme « Claire, pis la matrone est comme « Non! » J'ai pas compris c'est quoi. Fait que là, fait divers, oui. Il y a une personne qui ne vient pas témoigner sa sympathie à Claire Lortie, c'est Charles Piché, le monsieur qui a bougé le congélateur, parce que le 30 juillet, il succombe à un infarctus. Oh non! Je sais! Il était jeune, le monsieur, puis je sais qu'il était jeune parce que il est allé dans les journaux pour parler du fait qu'il a bougé le congélateur, puis dans le journal, il était en bédaine. Puis il avait l'air d'un monsieur comme de 35 ans avec une moustache en bédaine en train de faire un témoignage à un journaliste. C'était un peu bizarre. C'est comme ça qu'on fait des témoignages aux journaux, en bédaine. C'était un peu spécial. Mais en tout cas, là, il est décédé. C'est bien dommage, fait qu'on n'aura jamais son côté de l'histoire. Mais on se rappellera de sa bédaine. On se rappellera de sa bédaine. Et là, le 6 août, fait qu'à la fin de l'enquête préliminaire, le maître Lapointe demande un non-lieu. Fait que là, un non-lieu, c'est quand un avocat demande à faire écarter une accusation sous prétexte que la couronne n'aura jamais assez de preuves pour faire condamner quelqu'un. Pour le dire avec des beaux mots que j'ai trouvés dans le dictionnaire, c'est une décision par laquelle le juge d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre en justice. Alors, le 17 août, le juge écoute la demande de non-lieu du maître Lapointe et décide que non, au contraire, il y a assez de stock pour faire un procès. Fait que yeet le procès, puis FU, Monsieur Lapointe. FU Lapointe. FU Lapointe. Et là, malgré le fait que sa famille, la famille de Claire Lortie, était prête à payer la caution de 100 000 $. 100 000 $! Il y avait ça ready, genre. Il y avait ça, là, direct comme ça. De prison. Il était prêt à payer sa caution de 100 000 $. Malgré ça, Claire Lortie doit attendre son procès en prison. Fait que là, apparemment, au Canada, la libération sur caution est à la discrétion du juge. C'est ce que j'ai appris en lisant un article de Martha Ménard dans la presse. Et moi, j'ai fait confiance à Martha Ménard.
l'honorable juge, qui là s'appelait Jean-Guy Boilard et non pas Monsieur Patentagos, et elle décide que Claire Lortie doit attendre en prison comme tout le monde, parce qu'étant donné la nature du crime, une libération sous cautionnement aurait pu ternir la confiance de la population en le système judiciaire et carcéral. Legit. Et aussi parce que il y avait beaucoup de trous dans l'enquête à ce moment-là, puis ils n'avaient pas nécessairement trouvé l'arme du crime, et ils avaient aussi peur que si Claire Lortie sortait de prison sous caution, elle aille essayer de se débarrasser d'armes et d'autres preuves incriminantes qui n'avaient pas encore été dénichées par la police. Fait ça. Oui, make sense, effectivement. Alors là, Claire Lortie reste en prison, et pendant tout ce temps-là, c'est sa sœur qui s'occupe de son petit bambin, de son petit enfant, parce qu'elle avait un petit garçon de 9 mois. Bon, là, on commence le procès. Fait qu'au lieu de vous présenter ça en ordre chronologique, j'ai décidé de spice up your life et de vous présenter les arguments de la couronne d'abord, puis ensuite de la défense. Oh, comme ça on peut prendre des bêtes. Comme ça, on peut prendre des bêtes. Puis là, c'est là qu'on apprend qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment Rodolphe Rousseau est mort. OK. C'est le temps du big reveal de la mort de Rodolphe Rousseau. Il serait mort le 13 juillet. L'histoire de faire creuser un trou sur le terrain à Saint-Sauveur, c'était le 18 juillet. Oh. Ça faisait une couple de jours. Donc, il serait mort le 13 juillet et aurait été vraisemblablement tué à l'aide d'un objet contondant, comme un pied de biche ou une tête de hache, comme dans l'histoire de Rock Thériault. Ouais. Il y a des gens qui prennent des notes. Et ensuite, Claire aurait essayé de le fitter dans le congélateur. Puis là, l'histoire du bras coupé, selon le médecin légiste, aurait eu lieu après la congélation. Oui. Parce qu'il fitait pas. Je sais pas, on va tout l'apprendre en entendant la défense plus tard. Mais c'est ça, il aurait été congelé, puis elle aurait essayé par la suite de le démembrer. Mais il était déjà mort à ce moment-là. T'as-tu déjà préparé de la viande? T'as coupes pas quand elle est congelée. Ben non, je sais bien, c'est pour ça que c'est un peu spécial, là. Je suis pas... En tout cas, vous allez voir les arguments de la défense par la suite, là, mais moi, je suis pas entièrement convaincue que c'était comme une affaire qui avait du bon sens, là, mais Claire Lortie essaie de justifier ça par la suite. Pièce à conviction numéro 1 de la couronne. Le congélateur. Le tombeau à céleri. On s'en rappelle, oui. On apprend dans le procès que, au début juillet 1983, Claire Lortie, elle appelle chez Sears pour acheter le maudit gros congélateur. Ah, le catalogue Sears! Elle regarde dans son catalogue Sears et elle l'appelle au Sears pour acheter le congélateur, mais là, on lui dit que le congélateur ne peut pas être livré le jour qu'elle désire, alors elle cancelle aussitôt sa commande. Et elle appelle chez Eaton. Oh, le centre Eaton! Elle appelle au centre Eaton pour en acheter un deuxième de la marque Viking qui va être livré à temps. Ouais. Merci Eaton pour vos services. C'est ça, elle voulait se le faire livrer en roche, là, son congélateur. Au point où elle a appelé à 2 places différentes pour être sûre que le congélateur soit livré à temps. Mes pizzas delicioso! Ça pourrait dénoter un peu de préméditation, ou tu sais, elle savait un petit peu qu'il y avait un cadavre dont on voulait se défaire. Bon, c'est ça. Qu'il allait bientôt avoir un cadavre en sa possession. C'est exactement ça, parce que justement, Rodolphe Rousseau meurt, il est mis dans le congélateur, il est congelé, il est sorti, il est quasi démembré, il est remis dans le congélateur, fait que là, c'est ça. Effectivement, elle aurait acheté le congélateur avant la mort de Rodolphe Rousseau, en préméditation. Mauvaise idée. Pièce à conviction numéro 2. La vidéo! Ouais, j'ai crié pour rien. C'est bien faire un accent vocal. Ouais, c'est correct, comme ça, je suis tout le temps là. T'es tout en alerte. Le 7 octobre, pendant le procès, le maître Villemur, qui est l'avocat de la couronne, montre au jury un vidéo de reconstitution de crime sur le vidéo. C'est le vidéo ou la vidéo? La vidéo, La je vidéo. pense. Oh, il a fait une reconstitution de crime comme à Canal D. Oui! Ok, on va recommencer ma phrase d'abord. La vidéo, le 7 octobre, le maître Villemur montre au jury une vidéo de reconstitution, voilà, sur la vidéo. Voilà, ça fonctionne. Les jurys peuvent voir 12 femmes qui ont essentiellement le même gabarit que Claire Lortie, tenter de soulever un homme du même gabarit que Rodolphe Rousseau et de le déposer dans un congélateur, oui, prouvant que Lortie aurait été pleinement capable de le faire. L'idée, c'est justement de démontrer qu'elle aurait été capable de tirer son corps de l'endroit de sa mort jusqu'au congélateur, puis de hisser le corps dans le congélateur. Des 12 femmes, 11 arrivent à soulever le corps. C'est quand même une pas pire bonne preuve, là. C'est quand même un beau film d'art et d'essai, ça. C'est quand même un beau film, effectivement. Et là, durant l'après-midi, après avoir vu la vidéo, tu sais, la cour part en field trip. Oh. Maître Villemur, l'avocat de la couronne, J'ai le demande... goût de prendre une marche! Mais on va pas aller prendre une marche, on va aller prendre une ride d'autobus jusqu'à Saint-Canut pour aller au domicile. Oui, pour aller à l'endroit où Rodolphe Rousseau est mort, parce que Rodolphe...
Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. Rousseau aurait été tué à coups de revers de hache ou de pied de biche, whatever, dans le salon, et ensuite aurait été descendu au sous-sol dans le congélateur, tu sais. Fait que là, ils font un field trip jusqu'au domicile de Saint-Canute pour faire des reconstitutions de scènes de crime et voir justement si l'histoire de la vidéo est crédible ou non. Par rapport à la distance sur laquelle le corps aurait été tiré par une femme qui aurait tiré un homme, c'est ça. Et là, ça c'est bien le fun. Le juge Bollard, il a peur que ça vire en open house, entre guillemets, selon les journaux. Ouais, c'est ça. Tout le monde venait s'amuser à yeet un corps dans le frigo. Yeah! C'est un rave! Fait qu'il avait peur que ça vire en open house, le juge Bollard, mais il finit par accepter. Alors les jurys filent à travers la ville dans les autobus avec le juge, les avocats et l'accusé. Et le tout est accompagné d'un cortège de la SQ et de journalistes. Oh non! Et là, ils se rendent à Saint-Canute pour voir la maison et Nathalie Petrovski, oui, Nathalie Petrovski fait partie du cortège des journalistes et elle décrit la maison. Ok, laissez-moi vous lire ça en vaut la peine. Malgré ses dehors modestes, le bungalow acheté il y a 5 ans par Claire Lortie révèle un confort cossu de nouveaux riches. Il y a de la moquette beige partout, même dans la cuisine. Pas la moindre tache, pas la moindre trace de sang. Des portes miroirs, des plafonds en stucco, un immense feu de foyer, des plantes, des abat-jours en macramé, un écran de télévision géant, des dizaines de bibelots égrenés sur les meubles en bois et les tables en verre. Les 2 escaliers, car il y en a 2, qui mènent au sous-sol, sont tellement escarpés et étroits que tous les journalistes manquent de se casser la figure en les dévalant. Le sous-sol est encombré de meubles, de jouets d'enfants et même d'un nouveau congélateur. Les caméramans braquent leurs objectifs sur le coin retiré du sous-sol où pend une ampoule nue. C'est là que Claire Lortie avait fait installer son congélateur de rêve. Les journalistes sont maintenant silencieux. Fin de la citation. C'est beau, hein? Le congélateur de rêve! Elle a l'affaire Nathalie Petrovski. C'était bien écrit, ça. Mais c'est la maison la plus années 80 qu'on m'a jamais décrite, avec le tapis partout, pis comme le plafond en stucco. Exactement, là. Tu sais, c'est tapis beige à grandeur, plafond en stuc, les escaliers pas pratiques, c'est quelque chose, là. C'est les années 80, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que dans la description, c'est ça explique que c'est le charme cossu, pis là, la maison, elle existe encore, vous pouvez aller la chercher sur Internet. Vous allez peut-être être déçus, parce que nos standards de maison cossue en 2020, là, c'est plus ça, là. C'est un bungalow, fait que c'est une maison à un étage avec un sous-sol. C'est tout petit, là. C'est vrai que si vous avez fait un détour par l'espèce de quartier riche à côté du quartier 10-30, là, les standards de maisons cossues sont ailleurs. Ouais, vous serez peut-être pas nécessairement impressionné par la maison de Claire Lortie et de Rodolphe Rousseau, là. Fait que c'est un petit bungalow beige avec des panneaux en vinyle en avant, pis ça a l'air très très modeste, là, mais apparemment c'était une maison très cossue pour 1983. Mais j'aime beaucoup, par exemple, Nathalie Petrovski qui dit « charme de nouveau riche ». T'es comme « oh, un backhanded compliment ». Oui. Et j'aime que c'est très dramatique comme description. C'est vraiment dramatique. C'est pour ça que je voulais vous le lire, justement. Il y avait beaucoup de verve dans cette plume-là. C'est beau, c'est bien écrit. Puis des abat-jours en macramé, j'en veux. Des abat-jours en macramé, puis les dizaines de bibelots. Puis des plantes! Oh non, ouais. En tout cas, toute une maison. On peut se l'imaginer, tu sais. C'est ça, la maison où Rodolphe Rousseau est mort, mon Dieu, je me suis enfargée dans mes mots, elle a été entre-temps rachetée par la sœur de Claire Lortie. Fait que c'est la sœur de Claire Lortie qui réside dans la maison au moment où toute la cour vient faire la visite. Puis moi, je trouve qu'il y a un petit conflit d'intérêts, là. S'ils veulent pas libérer Claire Lortie pour pas qu'elle se débarrasse de pièces à conviction, là, pourquoi sa sœur a le droit d'acheter la maison? Oui, elle pourrait l'aider, là. C'est pas une bonne idée. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, c'est la sœur de Claire Lortie qui accueille le cortège de la cour, plus tous les journalistes planqués de Madame Petrovski. Et tout le monde passe 30 minutes en dedans à faire semblant de traîner des cadavres dans le sous-sol. Reconstitution de crime. Et ensuite, ils repartent. C'est tout. C'est la fin de l'anecdote. Et écoute, j'ai été à des parties moins fun que ça. Effectivement. Hey, t'imagines-tu tous les petits abat-jours en macramé? Ça peut être beau pareil. Ben oui.
Rajoute une coupe de Jello Shot, là, t'as un party. T'as un mot du party. Fait que là, pièce à la conviction numéro, je pense que c'est 3. Oui. 3 de la couronne. Les chèques. OK. La couronne nous apprend que Claire Lortie a encaissé des chèques au nom de Rodolphe Rousseau le 15 juillet, soit 2 jours après son décès. Il avait pas fait faillite, lui? Il avait fait faillite, mais là, je vois pas les montants, je dois l'avoir écrit plus tard, fait que je vais vous le dire, puis au pire, je le répéterai, mais les chèques totalisaient quelque chose comme 1300 $ en 1983, qui valait une affaire comme 10 000 $ aujourd'hui. Oh, wow, ok. Une affaire comme ça. Mais je pense que les montants vont être plus tard dans mon histoire, mais c'est ça, elle avait encaissé des chèques au nom de Rodolphe Rousseau, dans son propre compte de banque à elle, tu sais, totalisant une affaire comme 1330 $ et quelques. Ouais. Pour résumer l'argument de la couronne, Rodolphe Rousseau est mort, d'un coup en arrière de la tête. Claire Lortie aurait bing bang bing Rodolphe Rousseau, l'aurait tiré en bas des marches. Elle aurait yeet. Elle aurait yeet! Rodolphe aussi. Elle l'aurait tiré en bas des marches, yeet! Et elle l'aurait mis dans le congélateur, chou! Et puis, elle aurait ressorti, swing son bras. Sons avec Catherine et Audrey. Je sais, j'ai intégré plein de sons dans mon histoire. Fait qu'elle le ressort du congélateur, swing le bras, elle le remet dans le congélateur parce que ça fonctionne pas. Elle fait creuser un trou, elle ensevelit le congélateur, déterrement par la SQ, arrestation, on est revenu maintenant. Alors, là, je vous ai présenté les arguments de la couronne, maintenant, place à la défense. Vive le maître Lapointe. Lors de son élocution d'ouverture, le maître Gabriel Lapointe essaie de plaider que ce n'est pas Claire Lortie qui a tué Rodolphe Rousseau. Oh non, c'est un tiers qui l'a tué. Et je cite, sous prétexte qu'il était alcoolique, insolvable, totalement irresponsable et qu'il s'est donné à des pratiques sexuelles bizarres. Fin de la citation. Il y a aucune raison valable là-dedans. What? Ouais, c'est ça, je me dis. Et là, le juge Boilard lui dit, et je paraphrase, « Ben voyons donc, maître Lapointe. Vous avez pas le droit de suggérer les traits de caractère de la victime, puis ça a pas rapport avec rien de rien, puis ça change rien au fait qu'il a été squeak. » Paraphrasé. Prétextant que tu n'as pas le droit, en cours, de faire des hypothèses sur le mobile d'autres personnes ou sur les traits de caractère de la victime qui auraient pu inciter les gens à vouloir la tuer, sauf si tu es dans un cas de légitime défense. D'accord. Oui, ça c'est bien le bon sens quand même. Ça fait du sens. Ça fait du sens quand même. Fait que tu peux dire que, mettons, une femme qui a été dans une situation conjugale ou a été battue pendant très 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 longtemps, puis son mari était alcoolique et violent et tout, aurait pu décider de le tuer, mais en riposte à de la violence, c'est de la légitime défense, puis là, dans ce cas-là, ça vaut la peine d'expliquer que son mari était quelqu'un qui avait des antécédents de violence. C'est ça l'explication. Sauf que ce cas-ci, c'est pas un cas de légitime défense. Rodolphe Rousseau n'avait pas attaqué Claire Lortie, il avait pas attaqué personne, il a été tué par un coup en arrière de la tête. Il était pas en train d'attaquer personne, c'est ça. Donc, voilà. Le maître Lapointe, il a pas le droit de salir la réputation de Rodolphe Rousseau et d'utiliser ça comme excuse pour dire que c'est probablement quelqu'un qui l'a tué parce que c'était un esti. C'était pas une bonne excuse. Non. Fait que là, Lapointe est pas mal découragé parce que ça, c'est son élocution d'ouverture, tu sais, pis c'était pas mal le cœur de sa défense de poser l'hypothèse que quelqu'un d'autre avait possiblement tué Rodolphe parce que Rodolphe était... Voyons. C'était un méchant. Parce que Rodolphe était un estifi de trou de cul, voilà, en bon français. Mais là, Maître Lapointe ne peut plus faire ça. Mais il peut expliquer l'histoire du congélateur. Raconte l'histoire du congélateur. Oui. Fait que là, petit congélateur. Fait que là, je peux plus expliquer que quelqu'un d'autre aurait possiblement tué Rodolphe Rousseau, mais je peux vous expliquer pourquoi le congélateur a été acheté un peu avant sa mort. Il y avait rien d'incriminant là-dedans, non, je vous le dis, de dire Maître Lapointe. C'est logique. Elle avait plein de pizzas délicieuses. C'est aussi niaiseux que ça. Oh non! La belle-sœur de Claire Lortie vient témoigner en cours et dire que Claire voulait acheter un congélateur depuis longtemps pour y entreposer des aliments. Elle dit que Lortie en parlait depuis Noël 1982, donc depuis comme 6 mois, 7 mois auparavant, tu sais. Méchant sujet de conversation. Hey, elle en parlait depuis Noël, là, j'aimerais m'acheter un gros congélateur, et elle disait qu'elle voulait en faire l'acquisition spécifiquement en juillet parce que c'était la période des fraises. Fait que là, je suis allée consulter un expert en petits fruits qui était un site web sur les fruits des champs du Québec, qui m'a dit que la période des fraises s'étend de juin à octobre, donc... c'est une défense qui se vaut. Elle voulait acheter un congélateur pour le remplir de fraises. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoute, j'aime les fraises. C'est correct. Moi aussi, j'aimerais un beau grand congélateur rempli de fraises jusqu'au bord. Mais là, l'histoire ne dit pas s'il y avait déjà des fraises dans le congélateur quand que le cadavre a été mis dedans. Ah, ça brise un peu la fantaisie. Mais ça aurait été moins incriminant, mettons. C'est ça, bon. Puis là, tu mets accidentellement un petit bout de Rodolphe dans ton smoothie.
Alors, on va s'entendre pour dire que les preuves sont assez incriminantes pour l'instant. Ça regorge pas bien. Ça regarde pas bien. Elle a acheté un congélateur juste avant qu'il meure. Elle a caché des chèques qui appartenaient à lui juste après qu'il soit mort. Puis en plus, elle a essayé de se débarrasser de son cadavre en le cachant dans un terrain vague. Tu sais, c'est assez incriminant, là. On s'entend. Oui, puis en plus, le gros trou, il y a plein de skieurs qui tombaient dedans. Ouais, c'est ça. Mais là, Claire Lortie aurait parlé à une de ses voisines de cellule en prison. Et cette voisine de cellule vient témoigner au procès et elle dit que Rodolphe Rousseau était déjà mort quand Claire Lortie est arrivée dans sa maison. Elle l'a trouvé mort, drette de même. Puis il était déjà, en fait, dans le congélateur. Oui. Non, il était pas juste mort, il était dans le congélateur. Puis là, Donc, ben pratique. Claire Lortie, elle n'a rien vu, elle n'a rien su, elle a juste trouvé un cadavre dans un congélateur, et là, elle a capoté dans le dash, et elle a essayé de nettoyer la scène de crime de tout le sang et toutes les empreintes, et ensuite, elle a essayé de se débarrasser du cadavre en le choppant en morceaux pour pouvoir le brûler. Mais là, elle a réalisé que c'est pas facile de chopper de la viande congelée. Tu sais? Mais pourquoi, si t'es pas responsable, tu fais juste appeler la police le plus rapidement possible? Regarde, elle avait une explication pour ça, Audrey. T'as l'air très sceptique. Ah, ok. Claire Lortie t'aurait répondu qu'elle avait fait ça pour protéger sa famille et pour éviter la publicité, donc pour éviter que l'histoire se sache et que ses proches n'en souffrent. Oh. Fait que c'était ça l'explication. Quelle femme altruiste. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça l'explication qu'elle avait. Voilà. Donc, justement, la famille de Claire Lortie, qu'elle voulait protéger à tout prix, tu sais, vient témoigner au procès. Et il et elle dressent un portrait pas flatteur pantoute de Rodolphe Rousseau, surtout en ce qui a trait à ses problèmes d'argent. Le frère de Claire Lortie, qui s'appelle Homer Lortie, c'est Claire et Homer Lortie. Oh my god. Je trouvais ça drôle parce que ça rimait. Voilà. Il dit qu'il a prêté 12 000 $ à sa sœur pour qu'elle puisse les prêter à Rodolphe Rousseau, parce qu'il voulait pas prêter directement 12 000 $ à Rodolphe Rousseau, mais qu'il voulait l'aider. OK? Fait du sens. Un client de Claire Lortie vient aussi témoigner qu'il a vu Rodolphe Rousseau se sauver dans sa chambre à l'arrivée d'un créancier quelques jours avant sa mort, parce que le bureau de Claire Lortie était dans sa maison. Fait que là, Claire Lortie est en train de parler avec un de ses clients, parce qu'elle est avocate, et là, tout à coup, il y a un créancier qui vient cogner à la porte, puis Rodolphe Rousseau, il est comme « Ah! » Puis il s'en va, puis il saute, puis il s'en va dans la chambre, puis peut-être qu'il saute par la fenêtre, on sait pas. Bon. Ça serait une belle image. Oui. Et aussi, une ancienne blonde de Rodolphe Rousseau, qui s'appelle Sylvie Neveu, vient témoigner pour la défense. Sylvie Neveu, c'était sa concubine, avec qui il a vécu dans la maison à Saint-Canute avant que Claire Lortie emménage avec lui. Et Sylvie Neveu raconte qu'elle a eu une relation avec Rodolphe Rousseau et qu'il lui a prêté de grosses sommes d'argent. Non, excuse-moi. Elle lui a prêté de grosses sommes d'argent, oui, pendant qu'ils étaient en relation ensemble. Il y avait une assez grosse différence d'âge, parce que quand ils se sont rencontrés, elle avait comme 17 ou 18 ans. Puis lui, il avait trentaine, là, avancée. Wow! Ouais, non, c'est ça. Il y avait, pas trentaine avancée, début trentaine, mais quand même une grosse différence d'âge. Et elle était comme sa secrétaire pour sa compagnie. Puis là, il y avait toujours des problèmes d'argent, fait qu'elle lui prêtait de l'argent, tu sais, puis elle lui prêtait de l'argent, il prenait de l'argent, en fait, sur sa paye, tu sais, pour régler ses problèmes de dette. Et qu'en plus de ça, elle faisait sa job à sa place, parce que lui, il partait des projets immobiliers, puis il les menait pas à terme. Fait qu'il lui demandait de prendre la responsabilité de superviser les projets immobiliers. Ok, quand une jeune fille de 17 ans est plus responsable que toi, quand t'as comme mi-trentaine ou trentaine avancée, réévalue ta vie. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Puis elle aurait même vendu son Trans-Am pour pouvoir lui acheter un camion à Rodolphe Rousseau. Ben voyons donc. Ça, c'est de l'amour. Mesdames, gardez vos Trans-Am. Gardez vos Trans-Am pis vos chèques de paye. Là, on comprend que l'idée de Maître Lapointe et la défense, c'est de démontrer que Rodolphe est un tout croche, mais de manière détournée, parce que Maître Lapointe n'a pas le droit de le dire directement. Et qu'il s'est probablement fait zwick-zwick par plusieurs ennemis qui auraient voulu le bang-bang en arrière de la tête avant de le cacher dans un tombeau à céleri. Oh, comme dans Agatha Christie! Oui! Alors, c'est ce qui conclut le procès. Pour résumer, la couronne dit que Claire Lortie a tué Rodolphe Rousseau pour hériter de la maison, qui était en son nom anyway, pour lui voler des chèques totalisant un montant de 1 300 $, ce qui, ajusté pour l'inflation d'aujourd'hui, est à peu près 3 000, pas 10 000. Je suis désolée, c'était pas ça, c'était pas 10 000 par Ah, ok. J'étais comme, wow, l'inflation, wow! C'était bien moins pire. Donc, c'est ça. Des chèques totalisant un montant de 1 300 $, et la défense, en revanche, dit que Claire Lortie a trouvé un cadavre déjà mort dans un congélateur, déjà là, qu'elle a pas bougé, qu'elle a pas rien fait, et qu'elle aurait essayé de mop up la scène de crime et de chop up le corps pour s'en débarrasser, pour se protéger elle-même et protéger sa famille et son bambin de 9 mois. Yay! Maître Lapointe, le beau Maître Lapointe, il conclut qu'il n'y a pas de mobile clair pour le meurtre de Rousseau. If the glove does not fit, we must acquit Claire Lortie. She does not have a mobile.
Alors, est-ce que tu veux deviner qu'est-ce qui s'est passé à l'issue du procès? Est-ce qu'elle a été condamnée? Est-ce qu'elle a été retrouvée coupable, non coupable? Bonne question. J'aurais tendance à dire coupable. Eh bien, non. Oh! I know. Le 18 octobre, Claire Lortie est acquittée. Donc, le jury n'a pas trouvé qu'il y avait assez de preuves pour dire qu'elle avait tué Rodolphe Rousseau. Non, c'est pas de sa faute, le cadavre il était déjà mort. Non, c'est ça. Parce que ce procès-là était uniquement pour le chef d'accusation de meurtre prémédité, avec l'histoire du congélateur et tout ça, et que l'histoire du démembrement n'entre pas en ligne de compte, ni l'histoire d'encaisser des chèques qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Tout ça, ça va être d'autres procès. Mais pour l'instant, elle est acquittée, et elle doit quand même retourner en prison en attendant son deuxième procès. Le 28 octobre, elle a son deuxième procès, qui était un procès pour entrave à la justice, parce qu'elle avait tenté de faire disparaître une scie, avec laquelle elle avait essayé de chop son bras, une hache avec laquelle elle avait essayé de chop son bras, une mallette, que j'ai pas trop compris, et les pantalons ensanglantés de Rodolphe Rousseau. Oh non, il a retrouvé pas de pantalon! Il était pas de pantalon en plus, avec non! pas de bras, pas de pantalon dans le congélateur. Ça allait donc Ça mal. va pas bien. Il y avait vraiment pas de chocolat, lui. Fait il y avait vraiment pas de chocolat, puis elle avait essayé de faire disparaître toutes ces pièces à conviction-là, donc elle a plaidé coupable à entrave à la justice. Et même si elle plaide coupable, ben son brillant avocat, Maître Lapointe, convoque des témoins pour prouver qu'il y avait des circonstances atténuantes, mettons. Il convoque un psychiatre qui dit que si Claire Lortie a réagi de la sorte en trouvant le cadavre, tu sais, si elle a décidé de essayer de le chopper puis de tout nettoyer la scène de crime pour plus qu'il y ait de sang nulle part puis plus de traces, là, c'est parce qu'elle a fait une crise d'anxiété aiguë qui entravait ses capacités mentales supérieures. En gros, elle a paniqué. En gros, elle a paniqué et le juge, qui s'appelle François Baudouin, il n'y croit pas une seconde. Et elle est condamnée à 2 ans de pénitencier pour entrave à la justice. Le juge met l'accent sur le fait que sa condamnation est punitive plutôt que réhabilitative parce que, il dit qu'il fait ça pour envoyer un message et souligner la gravité du geste commis par Madame Lortie. Ça veut dire, si tu trouves un cadavre, tu peux pas juste mop up une scène de crime pis t'en tirer. Non. Non. Mais là, c'est toujours pas fini l'histoire, là. Mais ça s'en vient, on achève, là. On achève vraiment, ça s'en vient. Ah, c'est correct, je suis suspendue à tes lèvres. Fait que là, le 12-13 décembre, la couronne, avec encore Maître Villemur, dépose de nouveaux chefs d'accusation pour outrage à un cadavre et encaissage de chèque qui n'est pas à toi. Apparemment, la peine maximale pour avoir encaissé un chèque qui n'est pas à toi est de 10 ans de prison et 5 ans pour avoir outré un cadavre. Je trouve ça bizarre, là. Voler des chèques, tu fais plus de prison que de gosser avec un cadavre. C'est spécial pareil, hein. Fait que c'est ça. Faites attention, les enfants. C'est ce que j'ai écrit dans mon script. Restez loin des cadavres et des chèques qui sont pas à vous. Touchez pas à ça, mettez pas vos empreintes là-dessus. Non, mettez pas vos empreintes Essayez pas là-dessus. de le cacher. Non. Fait que là, pour l'affaire des chèques, son avocat essaie de convaincre tout le monde que c'est commun dans un couple d'encaisser un chèque au nom de son significant other. Permettez-moi d'en douter fort, monsieur Lapointe. Fait que là, à l'issue du procès, elle est trouvée coupable d'outrage à un cadavre et d'encaissage de chèque qui n'est pas à toi et condamnée à 2 ans de pénitencier. Elle est libérée en mars 1985. Mais ce n'est pas la fin pour Claire Lortie. Parce que, après avoir été trouvée coupable d'entrave à la justice, elle est menacée d'être radiée du barreau. C'est... Ah, ben oui, hein. C'est ça. Elle reçoit une sanction disciplinaire, la radiant temporairement du barreau, le 27 mars 1985, fait que juste après qu'elle soit sortie de prison. Elle est censée être radiée pour 4 mois, mais en fait, je sais pas comment ils calculent les mois, parce qu'elle est radiée jusqu'à la fin janvier 86. Pas 4 mois pantoute, là, c'est quasiment 1 an, là, ça. Sans compter tes vacances pis tes heures de pause. Ah, j'imagine. Mais Je sais pas. là, le 27 janvier 1986, le comité des requêtes du barreau de Québec lève les sanctions disciplinaires sur la personne de Claire Lortie pour permettre à l'avocate, maintenant sortie de prison et âgée de 36 ans, de pratiquer de nouveau son métier. Sauf que, le barreau de Montréal porte la décision en appel, citant qu'il y a lieu, et je cite, de remettre en question les mœurs, qualités, conduite et compétences de Madame Lortie. Montréal versus Québec. C'est pas mal savage, là. Ouais, Montréal versus Québec. Puis là, Québec est comme, non, on veut pas vous entendre pantoute. Ils soumettent, le barreau de Montréal soumet sa requête à la décision du comité, le barreau de Montréal soumet sa requête au tribunal du travail. Bon, c'est ça, whatever that is. Et le tribunal du travail refuse de les entendre. Mais là, les procédures d'appel n'ont pas été respectées parce que les juges sont obligés d'entendre tous les points de vue d'une histoire avant de décider si oui ou non ça vaut la peine de la radier ou non. Fait que là, l'histoire retourne au barreau de Québec, puis là, ça fait comme un tour, là, c'est le bureau de Montréal, le comité des tribunaux, blablabla, le comité du travail, puis là, ça fait bon. Puis là, finalement, le barreau rend sa décision, et Claire Lortie retrouve officiellement le droit de pratiquer le droit.
Tada! Yeah! Et là, c'est la fin de l'histoire. Mais où sont-ils maintenant? Ah! Que sont-ils devenus? Qui sont-ils devenus? Rodolphe Rousseau est encore mort. Ah! J'avais tellement espoir pour lui. En 1992, une dame du nom de Carole Marie Allard écrit un livre sur l'affaire Claire Lortie. Fait que là, ça revient dans le journal. Oh, l'affaire Claire Lortie. Puis là, en 1999, le charmant Maître Lapointe meurt d'un cancer du pancréas. Oh! Je sais, juste pour finir sur une note triste, hein, pour monsieur. C'est ça. Il avait 70 ans. Ah! Et Ah. Claire Lortie pratique toujours... Je n'ai pas réussi à trouver d'autres traces de Claire Lortie après sa réinsertion au barreau en 1986. On dirait qu'elle a repris sa vie comme avant, après avoir purgé sa peine de prison de 2 ans. Et c'est tout! C'était l'affaire Claire Lortie. Voilà! C'était rocambolesque. C'était rocambolesque, n'est-ce pas? Un peu triste, parce qu'il y avait quand même un cadavre, Oui. mais assez absurde, parce qu'il y avait plein de détails incongrus. Oui, je pense que j'ai surtout aimé l'histoire des 12 madames qui ont refait la scène. Pour prouver que c'est possible. Mais c'est très intéressant. Puis il y avait aussi à ce moment-là, c'est ça, il y a plein de détails de cours. Je me suis dit, mon Dieu, les gens vont être tannés d'entendre des maudits détails de cours. On m'a coupé ça, tu sais. Mais il avait fait venir des médecins pour parler des effets de l'adrénaline sur le corps. Puis comme si tu as une poussée d'adrénaline, est-ce que ça va comme changer la manière dont... est-ce que ça va accroître tes capacités physiques puis tu vas être plus capable de porter un cadavre, tu sais. Puis il y avait un membre du jury qui avait dit oui, mais tu sais, dans la simulation, il transporte un homme qui est vivant, tu sais. Puis un cadavre, ben, il y a la rigor mortis, puis le cadavre, il est raide, puis il est plus lourd. Est-ce que c'est vraiment une bonne reconstitution? Puis là, apparemment, Claire Lortie, elle aurait eu un petit sourire en coin. Oh! Elle pensait que c'était dans la poche et que, justement, il venait de perdre le jury avec cette explication-là parce qu'effectivement, le poids d'un homme vivant puis le poids d'un cadavre, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'en plus, une personne vivante peut utiliser ses abdos pour être un petit peu moins lourde. Ouais, tu sais, tu te forces à être mou, tu sais. Ouais, ben, ou quand tu utilises ton corps, tu peux comme transférer ta force à l'autre personne. Donc, carrément aider l'autre personne à te lever. Ouais. C'est comme quand quelqu'un est à terre pis tu dis hey, « aide-moi à t'aider ». C'est ça, aide-moi à t'aider, là, ou que je te relève. Ouais, pis que je te pitche dans un congélateur. Donc voilà, c'était la magnifique histoire de Claire Lortie. J'espère que vous avez apprécié. Ah, c'était rocambolesque et je pense que c'était définitivement un bon palate cleanser après l'histoire de Rockterio de la semaine passée. N'est-ce pas que ça fait du bien? Ah, ça fait du bien. On a pu rire un petit peu et se régaler de l'écriture de Nathalie Petrovski, qui avait l'air de thirster un petit peu après la maison de Claire Lortie. Qui avait donc un don pour décrire les abat-jours en macramé et les plafonds en stucco. Et les portes en miroir. Les portes en miroir, c'est vrai. Les Il y tableaux a encore des gens qui ont des portes en miroir? Les escaliers étroits. Mais dans ce temps-là, là, toutes les portes de garde-robe étaient en miroir. Ah, absolument. Mais oui, absolument. Ça, tu Ben peux oui, t'en regarder c'est- quand tu te changes. Voyons donc. C'est la mode! C'était la mode. Si vous avez encore des portes de garde-robe en miroir ou si vous voulez juste communiquer avec nous, nous proposer des sujets d'épisodes, nous dire, nous raconter des histoires à vous d'extraterrestres, de fantômes ou de crimes, ou si vous voulez nous recommander des cafés, écrivez-nous à unpeudcrime@gmail.com et sinon on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook @unpeudcrime et sur Instagram @unpeudcrime dans ton café, où vous pouvez voir nos différentes annonces, profiter de nos bandes annonces et jouer à essayer de deviner ça va être quoi nos prochains épisodes. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Un peu de crime dans ton café. Merci tout le monde, bye là! Bye! When your workforce, tech stack, and business needs are evolving all at once, you need HCM software that moves just as fast. That's why Paylocity builds what's next, providing innovative and simplified solutions for clients to tackle the real challenges they face every day. From AI-driven insights to automated workflows across HR, finance, and IT, Paylocity's platform doesn't just keep up, it leads. It's time to simplify complexity, drive results, and move forward together. Start now at paylocity.com/simplified.
Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora.